Donc ça enregistre, c'est parfait. Bonjour à vous deux. Bonjour Gaël. Bonjour Virginie. Bonjour Bruno. Alors je suis ravi d'être aujourd'hui à Pornic. On va se lancer dans une très très belle aventure. Je crois que c'est la première fois et je suis très très heureux. C'est la première fois que j'ai un couple devant moi, un couple d'entrepreneurs. C'est pas la première fois que qu'on enregistre avec un binôme, mais un couple. Je crois que il y a une émotion et une saveur toute particulière. On espère que tu vas t'en remettre. Mais oui. On va explorer tout ça. J'ai envie de partager cette image que tout à l'heure on abordait. On va faire une sorte de croix, de sablier. On va explorer le parcours individuel qui vous a fait vous rencontrer et entreprendre ensemble, tout en et c'est important et tout en laissant la possibilité de vous réaliser personnellement, professionnellement, individuellement. Donc j'ai envie de te donner d'abord la parole. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, s'il te plaît, Virginie? Alors, oui, volontiers. Eh bien, écoute, moi, j'ai commencé ma vie à La Réunion et ça a été quelque chose pour moi de joyeux et de formidable. Ça m'a donné un goût pour le soleil, la vie, la nature, la mer. Et puis, en grandissant, j'ai très vite eu un goût fort pour soulager. Et donc, assez naturellement, je me suis engagée dans des études de médecine au cours desquelles je me suis beaucoup épanouie. J'ai trouvé que c'était magnifique ce que j'apprenais. Et puis vraiment, la sensation de pouvoir soulager quelqu'un qui souffre, pour moi, c'était formidable. Et donc, j'ai exercé ce métier pendant 8 ans, après avoir rencontré Bruno, une partie en Afrique, et là on a vécu des moments très forts. On a animé une lutte contre le choléra, c'était vraiment un moment fort dans notre vie. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que il pouvait y avoir quelque chose d'important avant la maladie. Et que ce qui se jouait avant la maladie, ça pouvait être pertinent de s'en préoccuper. Et je crois que c'est mon séjour en Afrique qui m'a sensibilisée à ça, parce que je me suis beaucoup engagée dans des activités préventives de santé. Et du coup, je me suis intéressée à la psychothérapie. Et là, j'ai rencontré Jean Montbourquette, un docteur en psychologie canadien, que j'ai suivi. Et j'ai donc exercé le métier de psychothérapeute. Et donc, plutôt que de chercher à combattre la maladie, je me suis intéressée à comprendre ce que pouvait vouloir dire le mal. D'accord. Le mal a dit la maladie. Voilà. Je connais. Et puis voilà, j'ai fait de la psychothérapie. Je me suis d'abord occupée d'enfants. Je pense que c'était mon tropisme. Nous-mêmes, nous avons 6 enfants. J'étais à l'aise dans ce milieu-là. Et puis, en vieillissant, mon cycle de vie avançant, j'avais aussi envie de changer d'environnement. J'accédais à des adultes et puis de par notre contexte social, à des dirigeants. Et puis un jour, on m'a dit, mais ce que tu fais, c'est du coaching. Ah, je dis, ah bon, je ne savais pas. Et donc, j'ai décidé de me former au coaching. Et maintenant, c'est le métier que j'exerce. Je suis coach professionnel. Voilà. On va revenir du coup sur tout ça. On va revenir sur l'Afrique. Toi, Bruno, comment tu te présenterais? Moi, j'ai 63 ans. Je suis marié avec Virginie depuis 36 ans, je crois, 35 ans. Nous avons 6 enfants et bientôt 8 petits-enfants, ce qui est tout à fait réjouissant. Et puis, je pense que c'est le début d'une série. Hein, c'est pas terminé, je crois. Voilà, moi, je suis vendéen. Je suis né au Sable d'Olonne. Dans une famille nombreuse aussi. J'ai fait toutes mes études jusqu'au bac au Sable d'Olonne, ce qui était une grande chance parce que habiter au bord de la mer, c'est quand même chouette. Hein. Je disais, les récrés au mois de juin, comme l'école était à 2 pas de la plage, ça se passait sur la plage avec un ballon, c'était super. Voilà. Et puis, en fait, quand j'étais petit, j'allais aussi en vacances en Normandie chez ma grand-mère qui avait une maison au milieu d'un haras où on élevait des chevaux de course. Des pur sang qui étaient magnifiques et je me souviens que j'étais en admiration devant ces animaux-là. J'étais très très touché par la beauté des chevaux, à la fois leur force et en même temps leur sensibilité. Et quand le vétérinaire venait, on avait des consignes, il fallait absolument se taire pour pas effrayer les chevaux parce que c'était des gestes qu'ils devaient poser. Et donc j'ai peut-être à ce moment-là, oui, j'ai pris conscience que je voudrais être vétérinaire pour soigner les chevaux. Et donc j'ai fait des études de vétérinaire.
J'ai un peu ramé pendant la prépa, mais j'ai finalement intégré l'école vétérinaire à Nantes. C'était des études très chouettes aussi. Voilà, et j'ai commencé ma vie professionnelle comme vétérinaire praticien. J'étais heureux parce que je vivais je parcourais la campagne, j'allais d'élevage en élevage. Enfin, c'était super. Et puis quand même, un jour, une proposition de travail dans l'entreprise est arrivée, sans que je l'ai voulu, une entreprise de production de volailles, Maître Coq, en Vendée, la société arrivée. Et on m'a dit, tiens, ils cherchent un vétérinaire, est-ce que ça t'intéresse? Et au début, j'ai pris ça assez légèrement, puis je me suis dit, mais il faut quand même que j'explore. Et je suis allé rencontrer l'entreprise, j'ai visité et je me suis dit, bon, super, une entreprise, mon père était entrepreneur, donc ça a fait tilt. Et je me suis dit que finalement, les choses les plus intéressantes, peut-être pour moi en tout cas, allaient se passer dans le monde de l'entreprise. J'ai réalisé que j'étais pas forcément fait pour exercer un art tout seul, comme le fait un vétérinaire qui est praticien. Je suis fait plus pour des projets collectifs et donc j'ai fait le switch et je suis parti dans le monde de l'entreprise. Et comme un ingénieur qui rentre dans une entreprise, il est d'abord ingénieur, puis manager, puis dirigeant. Pour mon cas, je suis devenu dirigeant d'une entreprise au sein d'un groupe de sélection animale. On pourra en reparler si on veut. Et ensuite, après quelques années, ce début de carrière dans l'agroalimentaire avec 3 ans au milieu en Afrique, dont on reparlera peut-être, j'ai vécu 12 ans, j'ai travaillé 12 ans au sein de Réseau Entreprendre qui fédère aujourd'hui 15 000 chefs d'entreprise qui accompagnent bénévolement les entrepreneurs, créateurs et repreneurs d'entreprises, qui financent aussi. Ça a été fondé par André Mullier dans le nord de la France. Et donc je suis devenu directeur général de ce réseau. C'était une période magnifique pour moi, au cœur de l'écosystème entrepreneurial. Ça a été vraiment super. Et après 12 ans, j'ai eu une conscience qui m'est arrivée, une prise de conscience, c'est que on peut être entrepreneur mais pas forcément dirigeant. Et de ce fait, beaucoup de créateurs et repreneurs peuvent créer ou reprendre, commencer à développer et commencer à développer l'entreprise et peuvent au bout d'un moment stagner. Parce que si en plus d'être entrepreneur, je ne travaille pas le métier de dirigeant, qui me permet de donner plus de puissance à mon action, finalement, je deviens la limite de ma propre entreprise. Voilà, et fort de ce constat, avec une dizaine de chefs d'entreprise, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour former des entrepreneurs au métier de dirigeant. Et en 2015, j'ai donc cofondé avec d'autres, mais j'en étais plutôt l'initiateur. On a fondé le Campus des dirigeants. Sûrement, on va en reparler. C'est un organisme de formation. Et aujourd'hui, Virginie et moi, justement, on s'est retrouvés dans ce projet-là, puisque Virginie contribue à sa façon à la formation des dirigeants, moi et d'autres aussi, d'une autre façon. Si on revient sur ce moment, du coup, sur l'Afrique, quel est le déclic, le point de départ de s'autoriser à envisager et puis, du coup, à faire migrer toute la famille? Pour nous, avant de se rencontrer, chacun de nous avait déjà une expérience avec l'Afrique. Donc, je pense que c'était inscrit dans le cœur de chacun de nous. Alors, tu peux dire, toi, Virginie, de ton Moi, côté... j'étais, comme médecin, c'était assez simple. Je suis allée plusieurs fois, comme on avait des longues vacances d'étudiants, j'allais plusieurs fois pendant mes vacances d'étudiante en médecine dans des dispensaires pour, remplacer la responsable du dispensaire. Et j'avais vraiment beaucoup de joie à faire ça parce que j'avais des responsabilités et un impact que je n'avais pas quand j'étais en France. C'est des stages plus. Voilà, c'était des stages plus. Toi aussi, et moi, de mon Bruno. côté, dans mes premières années d'exercice de vétérinaire praticien, les mois d'été étaient un peu plus creux et j'en ai profité pour faire une mission pour Vétérinaires sans frontières, qui était une ONG qui venait de se créer très peu de temps avant, et on m'a envoyé au Niger pour explorer les besoins du pays et voir ce que notre ONG pourrait proposer derrière. J'ai vécu une expérience de dingue parce que on m'a envoyé, je suis allé vraiment près du Tchad, là dans le désert. J'ai vécu un mois à manger que de la boule de mil, mais
une expérience d'immersion complètement dingue, coupé de tout. Il y avait pas de téléphone portable, rien. Et c'était une grande, vraiment le terrain avec au milieu de la population. Voilà, donc ça m'a l'un et l'autre en fait, on avait cette expérience de l'Afrique et on avait été touchés l'un et l'autre par ça et on s'est dit. On venait de se rencontrer, on s'est mariés, on a eu nos premiers enfants et on s'est dit mais on repartirait bien quand même en Afrique. On voulait unifier notre vie, faire en sorte que l'aspect professionnel, l'aspect humain et aussi l'aspect spirituel, parce que pour nous c'est important, soit relié. On avait vraiment envie de donner du sens à notre vie. Et pour nous, c'était une manifestation de l'exercice de notre liberté. Certaines personnes nous ont dit, vous avez beaucoup de courage de tout quitter pour partir. Pour nous, on le vivait pas du tout comme ça. C'était pas du courage. C'était au contraire une joie, un élan. On se sentait libre. Et je me rappelle quand on est parti. Alors c'est vrai qu'on est parti dans des conditions un peu spéciales. Parce que on est parti avec 3 enfants, dont l'aîné avait 2 ans et 3 mois. Faites le calcul, mais c'est possible. Voilà, donc c'était un peu surprenant pour nos proches, un peu arrachant, mais nous on se sentait très bien, très libre et très heureux. Et à ce moment-là, une période fondatrice. Il y a des gens qui viennent vous dire mais t'es fou, tu vas quitter, comment tu vas revenir dans 3 ans, tu seras complètement déconnecté de la vie d'ici, puis en plus il y a que du chômage. Enfin, c'était dans les années, on est parti 90, il y avait quand même du chômage en France, et en fait les vrais freins qu'on a, ils sont à l'intérieur de nous. C'est et au les fond peurs de qu'on nous. projette, ce sont les nôtres. Oui, c'est ça. Et donc, on a décidé d'y aller. Et puis ça a été une expérience assez extraordinaire et qui nous a soudés parce que en fait, il y avait pas de cinéma. Le supermarché, il était à 200 km de chez nous. Ouais. C'était la brousse. Donc, ça nous a amenés à trouver la ressource en nous, la ressource pour vivre, pour être heureux, et puis en plus ce qui est génial en Afrique, c'est que souvent on est le spécialiste du sujet tout de suite, quoi. Faut se débrouiller, il y a personne qui va venir vous aider. Donc on a développé des capacités qu'on n'aurait jamais pu développer ici en restant en France. Donc Virginie, j'imagine que tu as pratiqué. Moi en tant que médecin, j'étais coordinatrice de la santé. Okay. Donc j'avais un territoire qui regroupait 3 départements dans l'extrême nord du Cameroun. Dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà. Et donc moi c'était directement lié. Et puis Bruno était lui coordinateur, mais en parler. Du coup, on avait trouvé l'ONG qui nous envoyait, qui s'appelle Fidesco, avait trouvé un job pour Virginie. Oui. Et moi, on m'a dit, toi, tu vas t'occuper d'un centre de formation. Très bien. Ah, je me suis déjà. Oui, déjà. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, hein, je vais découvrir des nouvelles choses. Et en fait, on est arrivé là-bas, j'ai vu le centre de formation qui était en construction, donc il fallait terminer le chantier, coordonner. Je savais rien faire, hein, mais bon, on l'a fait. Et puis, 15 jours après notre arrivée, il y a eu un clash. En fait, notre patron, c'était l'évêque du lieu. Il y avait un clash parce que toutes les activités de développement dans lequel étaient engagées toutes les personnalités personnes du diocèse, il y a eu un clash et on m'a dit est-ce que tu veux coordonner les activités de développement? Et je me suis dit pourquoi pas. Donc ça recouvrait la santé. Il y avait 7 dispensaires dont s'occupait Virginie, plus des antennes de santé locales dans la brousse qui fonctionnaient dans la brousse. Il y avait des activités de formation d'agriculteurs, des activités pour creuser des puits, faire des forages et des choses comme ça. Enfin tout un tas de projets comme on imagine. Tous ceux qui sont allés en Afrique, ils voient bien comment les ONG travaillent dans tous les sens. Et donc j'ai été coordinateur de ces activités-là. Je faisais la relation avec les organismes bailleurs de fonds, les Misereor en Allemagne, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le CCFD, enfin tout un tas d'organismes qui finançaient. Et donc je faisais la liaison avec ça, et puis faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens pour le développement. Et dès le début, c'était acté que cela dure 3 ans. Oui, on avait choisi de partir 3 ans parce que on se disait que c'était la durée minimale pour qu'on s'investisse vraiment et qu'on ne compte pas à rebours. Voilà, qu'on vive notre vie, qu'on la déroule, et je crois qu'on n'a jamais regretté ce choix. Parce que la première année, c'est quand même
très déstabilisant. Et donc, voilà, on est rentré dans cette nouvelle vie. On a beaucoup appris, beaucoup observé. Et puis ensuite, on s'est immergé et puis on était heureux là-bas. Mais c'est vrai que quand on est rentré, c'est plus facile de rentrer chez soi quand on connaît plutôt que de s'intégrer dans une vie si différente. Voilà. Par contre, et ça a été notre première occasion de travailler ensemble, puisque Bruno était mon boss. Lui coordonnait l'ensemble des activités de développement et moi j'avais une de ces activités. Bon, c'était l'activité la plus importante, mais ça nous a donné l'occasion de travailler ensemble. Et puis on a vécu une aventure de dingue parce que 1 an après notre arrivée, il y a une épidémie de choléra qui s'est déclarée au Tchad. Nous, on vivait à la frontière avec le Tchad. Okay. Il y avait un fleuve qui séparait et on savait que ça tombait comme des mouches de l'autre côté et qu'un jour, comme les frontières ne sont poreuses que sur les livres, mais les gens passent et donc on savait que le choléra allait arriver. Et Virginie, qui était quand même en charge de la santé pour un certain nombre de dispensaires, commençait à se préoccuper de qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver chez nous. Elle a décidé d'aller rencontrer le médecin-chef départemental, donc le fonctionnaire de l'administration, pour lui dire on est là, si on peut vous aider à faire quelque chose. Et le docteur Tougourdi, on se souvient de son nom, dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je sais pas si c'est l'occasion, mais bon, on a décidé de rêver, si on avait tout ce qu'il fallait pour faire face à cette épidémie de choléra, qu'est-ce qu'on ferait? Et on s'est isolés tous les 3 pendant 2 jours, on a réfléchi, on a mis en place, on a imaginé un système de lutte contre le choléra, parce que nous, on avait des scénarios gagnants. Jamais pour le choléra. Moi, c'était une maladie que j'avais juste appris dans les livres, mais je n'avais jamais été confrontée. Mais par contre, des scénarios gagnants, j'avais l'expérience. Tandis que mon confrère, le docteur Tougourdi, n'avait pas cette expérience. Lui, il n'avait pas de matériel. Il était formidable, mais il n'avait pas l'expérience. Donc, vous avez fait le premier séminaire. Donc, on s'est fait le premier séminaire stratégique. Et puis, une semaine après, avec tout notre réseau qu'on avait mis en place, on a obtenu de Médecins sans frontières, on a eu un avion cargo qui s'est posé à 200 km et on a déployé notre protocole de lutte. Ils n'ont envoyé et la mortalité est passée en 3 jours de 30% à moins de 1%. Donc ça a été extraordinaire. Et ça a duré 3 mois, la lutte. C'était magnifique. Et alors, Virginie était en première ligne pour porter ça. Ça nous a mobilisé 3 mois, parce qu'il fallait après qu'on supervise les centres de traitement, qu'on veille aux approvisionnements, au respect des règles sanitaires. Et pour ne pas que ça reparte. Oui, c'est ça. Et on était au cœur d'une ethnie qui s'appelle les Massa. Pas Maasai, Massa, dans le nord du Cameroun. Et Virginie, après tout le reste de notre séjour, s'appelait Soum Massa, c'est-à-dire la mère des Massa. Il lui était reconnaissant d'avoir organisé tout ça. Voilà, c'était notre première expérience de vraie collaboration ensemble, au-delà de la vie familiale. Il y a déjà plein de petits points, donc un séminaire, centre de formation. Ça va revenir après dans la suite. Comment vous rentrez, évidemment, entre peut-être le moment où vous partez, vous dites on part 3 ans et on reviendra pour faire ça. Il y a une grande différence quand vous revenez. Ouais, alors on l'a pas vécu du tout de la même façon parce que moi je me sentais en charge de faire croûter la famille quand on est rentré, donc je suis venu vite quelques semaines avant notre retour pour trouver un job. Je l'ai trouvé, ça a été génial, et donc je me suis investi tout de suite dans mon travail. Ça m'a aidé à faire la bascule. J'étais occupé, c'était bien. Et pour Virginie, moi, c'était plus dur. Pour moi, ce que j'ai gardé de ces 3 années, et je pense que pour toute ma vie, une empreinte très forte, c'était va au bout de tes rêves, vis ta vie. Et pour moi, la famille et le couple ont toujours été des axes forts dans ma vie. Et peu à peu, j'ai compris que si je voulais avoir une vie de famille forte et une vie de couple solide, il fallait aussi que j'investisse sur ma personne et que j'aille au bout de moi, de mes rêves. Et donc, je me suis engagée assez vite sur le chemin du développement personnel. Et voilà, je pense que c'est ça que j'ai retenu de cette expérience. Et je pense que aujourd'hui, j'ai bientôt 60 ans, quand je me retourne, je vois bien qu'il y a un fil dans ma vie et qu'en même temps, j'ai beaucoup évolué. Et je crois que la femme que je suis aujourd'hui est plus fidèle à moi que celle que j'étais il y a 20 ans. Et ça, je suis heureuse de ça.
Super, c'est effectivement une construction étape par étape et on aime bien dire voilà ce chemin c'est un alignement constant, c'est un réalignement constant. C'est ça. Après chaque épreuve, après chaque réussite ou échec, il y a un besoin d'avancer sur cette direction. Moi j'ai vraiment l'image de la vie comme une succession de carrefours. Toutes les secondes, ma liberté est en jeu, est engagée, et je peux choisir les mots que je vais utiliser, et qu'est-ce que je vais dire là dans la seconde qui vient, ça m'appartient, et donc en fait ça ouvre des champs infinis, et c'est formidable finalement cette capacité à créer sa propre vie, à la construire, voilà, on a cette chance-là. Je pense que c'est pour tout le monde, si on croit à cette liberté. Mais pas tout le monde, par contre, n'en prend peut-être conscience suffisamment tôt ou ne prennent le courage de se réaliser. C'est vrai que quand tu dis courage, je ressens un peu les choses comme ça parce que il y a forcément des choix à faire et en conscience de décider de se mettre à une place importante dans sa vie, ça peut demander du courage. Voilà. Et moi, je pense que, à l'inverse de l'égoïsme, c'est plutôt une prise en considération de ma responsabilité. S'il y a bien une personne dont j'ai les clés entre les mains, c'est bien ma personne. Donc, autant que je fasse le mieux que je peux pour moi, et je pense que les choses se clarifieront autour de moi. Parce que tout à l'heure, Bruno, tu disais, tu as dit oui 2-3 fois en arrivant du coup au Cameroun pour prendre des projets, mais pour souvent s'aligner et entreprendre son chemin, on doit dire non à beaucoup de choses. Ouais, mais je l'ai jamais vécu comme ça en fait. J'ai découvert, c'est vrai, entre vétérinaire et aujourd'hui formateur et responsable d'une entreprise de formation pour des dirigeants, on peut se demander comment c'est possible de basculer comme ça. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir dit non. J'ai surtout vu des opportunités qui passaient. Je me suis demandé si ça me correspondait, si ça me faisait vibrer. En fait, j'étais assez intuitif. Oui. Oui, c'est ça. J'étais beaucoup plus dans l'intuition qu'il y avait quelque chose qui était là pour moi, qui était intéressant. Et du coup, j'ai plus d'idées oui que dire de non. Et est-ce que tu te rappelles, Bruno, que souvent l'été, quand on avait la chance de se reposer la question, est-ce que moi je vais travailler ou pas, nous avions cette réflexion qui nous a beaucoup porté. Il ne faudrait quand même pas que nous soyons victimes de notre diplôme. Oui. C'était une façon de se dire, restons totalement libres, repartons d'une page blanche pour cette année qui vient et choisissons ce qui est adapté, ce qui est ajusté à ce que nous percevons. Voilà. Et puis j'ajoute quand même que de pouvoir s'ouvrir à ça et à ces évolutions, ça nous a fait découvrir des choses extraordinaires. J'ai découvert des champs nouveaux, hein. Je me souviens, je suis arrivé en Afrique, c'était un peu le bordel dans la comptabilité, et on s'y retrouvait pas, donc je m'y suis collé pendant, je sais pas, 1 mois à reprendre tout. Je l'ai refait, mais j'avais jamais fait de compta, donc j'ai commencé par acheter un bouquin de compta pour comprendre. Première étape, première semaine, deuxième semaine, j'ai retrouvé toutes les pièces, puis je m'y suis collé, mais je me suis dit, mais grâce à ça, j'ai appris dans les grandes lignes, je suis pas un expert comptable, mais dans les grandes lignes, je comprends comment ça fonctionne. Voilà, donc en fait, je pense qu'en se laissant ouvert comme ça sur des opportunités qui arrivent, plutôt que de se dire j'ai jamais fait, est-ce que je vais être à la hauteur, de se dire mais qu'est-ce que je vais découvrir de neuf ici et qu'est-ce que ça va m'apporter, voilà, c'est une meilleure façon, je pense, de traiter le sujet. Et du coup, au bout de combien de temps, combien d'étés, vous vous dites que Virginie, tu peux reprendre, tu as envie de reprendre? Voilà, c'est sûr que les premières années de notre vie ont été très marquées par la naissance de nos enfants, puisqu'on a eu 4 enfants en 4 ans et demi. Voilà, le 5e est arrivé 4 ans plus tard et le 6e 6 ans après. Donc voilà. Et au bout moi, j'avais toujours envie de soulager, comme je le disais au tout début, mais j'ai perçu que ma manière de le vivre allait sûrement s'écrire d'une autre manière qu'en exerçant la médecine générale. Et puis on a ajusté cette vie et à la naissance j'ai créé ma société individuelle 2 mois avant la naissance de notre 6e enfant.
Voilà. Et puis depuis, j'ai toujours continué à exercer. Pour une part, dans une activité seule, thérapeute et coach. Et puis pour une autre part maintenant, c'est à peu près le mi-temps pour moi au sein du campus des dirigeants. Mais je pense que dans toutes nos décisions comme ça sur des évolutions professionnelles, c'est pas tellement qu'on décidait ensemble. Enfin, oui, ça se traduisait par ça, mais c'était surtout qu'à chaque fois, toi, tu m'as aidé à prendre les bonnes décisions pour moi. Et moi, j'ai essayé de t'aider à prendre les bonnes décisions pour toi. Oui, c'était soutenant. Plutôt soutenant, oui, c'est ça. Vraiment, et puis, franchement, si tu me disais une année, je vais aller mollo sur le boulot, je disais, oui, si tu le sens comme ça. Et puis d'autres années, je peux mettre un peu le paquet, fonce, vas-y. Et puis réciproquement, tu m'as super aidé à certains moments. Si on revient sur peut-être le moment où justement il y a le campus des dirigeants qui arrive. Oui. Donc c'est justement un exercice à deux que vous avez fait. Ouais. Alors, je peux raconter. Ouais. J'ai expliqué tout à l'heure en introduction que j'avais pris conscience qu'entrepreneurs qui relèvent d'aptitudes naturelles et qui sont des aptitudes géniales, qui font naître des entreprises, c'est une chose, et dirigeant, c'est un métier, et un métier, ça s'apprend, ça se structure, etc. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de plonger, créer le campus, et très vite, je me suis dit, mais attends, il y a tout un pan de ce que je veux apporter aux dirigeants qui est le sujet de Virginie, c'est-à-dire comment je développe l'estime de moi, l'affirmation de moi, mon leadership, ma capacité d'entraîner les autres. Et je me suis dit, n'allons pas chercher loin ce qui est apporté. Et donc, je me suis tout de suite tourné vers Virginie en disant, notre cycle de formation va s'appeler « Être et agir en dirigeant ». Pour la partie être et nourrir son être, c'est toi qui vas porter ce sujet-là. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé. On avait vraiment une conviction commune, chacun par notre prisme et notre propre expérience professionnelle, c'est que une entreprise ne peut pas aller plus loin que son dirigeant. Et donc le dirigeant qui au départ porte le potentiel de croissance, surtout l'entrepreneur, il peut aussi en devenir la limite. Et donc, il y a un vrai enjeu à aider l'entrepreneur à prendre conscience de l'impact de son propre développement humain. Et c'est tout. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui la singularité du campus. Ouais, c'est notre marque de fabrique. Ouais. C'est que nous mêlons à la fois les compétences métiers et le développement personnel du dirigeant. Il n'y a pas un pour nous qui prend le pas sur l'autre. Ce sont les deux ensemble qui doivent croître pour le bienfait du dirigeant en premier, et de tous ses salariés, voilà, et de son écosystème. Et pour nous, quand on voit un dirigeant qui sort du parcours et qui met dans son bilan il se posait des questions, est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va vendre son entreprise parce qu'il en peut plus? Finalement, il dit mais non, je vais rester, j'adore mon métier, je suis heureux d'être dirigeant, je suis serein et mes collaborateurs ont vu le chemin parcouru, nous on est heureux. Aujourd'hui, c'est sûr que si on prend un minimum de recul, le constat, c'est que on a beaucoup plus d'entrepreneurs autour de nous que de dirigeants et beaucoup d'entrepreneurs individuels parce que justement, il y a cette limite qui n'est pas travaillée, qui n'est pas soutenue, qui n'est pas conscientisée, et on reste du coup, on se dit j'ai mon activité, j'y reste, mais justement, je suis ce frein et ce blocage, et donc il y a 500 000, 1 million d'auto-entrepreneurs et d'indépendants. Mais je crois qu'il y a 95% d'entreprises en France qui ont moins de 10 salariés, enfin qui sont 95%. Ouais. Hein. Le reste, c'est des PME et des ETI et des grands groupes. C'est très peu. Mais effectivement, il y a des enjeux considérables ici, et notre plaisir, effectivement, c'est de voir ces entrepreneurs et aussi des dirigeants salariés qui viennent au campus, qui s'affirment et qui se disent je vais être dirigeant comme je suis. Je vais pas essayer de ressembler à d'autres. Si je suis là, c'est que j'ai ma place ici. Mais la meilleure façon d'être un bon dirigeant, c'est d'être pleinement moi-même et d'oser être moi-même. Oui, on a vraiment à cœur de ne pas être une école de pensée, mais plutôt une école pour penser et ce sont des dirigeants qui viennent, qui sont des intervenants pour former
les dirigeants qui font partie de nos parcours. Entre pairs. Voilà, entre pairs. Et Bruno fait le fil rouge dans la construction de la pédagogie. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ensuite, ils se rendent compte que ils vont expérimenter, c'est ce que nous voulons leur faire vivre, expérimenter des nouvelles manières d'être et d'agir. Et eux approprient ce qui résonne pour eux et ce qui incarne la façon dont ils veulent se développer. Tout au long du cycle. Et vraiment, on leur dit, on leur redit, et je pense qu'au final, ils le comprennent vraiment bien, qu'ils pourront être un bon dirigeant en étant pleinement eux-mêmes. Et on voit ça. Il y a une femme qui est venue dans le parcours, faire le parcours, et qui ensuite a eu l'opportunité de reprendre un groupe familial. Et elle nous a dit que avant de faire le parcours du campus, elle n'aurait probablement pas accepté puisqu'elle ne se serait pas sentie capable, et que maintenant, sachant qu'elle pouvait le faire comme elle voulait le faire, elle avait non seulement accepté, mais qu'elle était enthousiaste à l'idée d'embarquer le groupe. Et ça déménage. Si on prend peut-être quels sont les 2 ingrédients que vous avez chacun mis de votre expérience d'avant dans le campus des dirigeants. S'il y avait 2-3 ingrédients. Moi, je dirais que le premier ingrédient, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que si je veux réussir ma vie, il faut que je m'aime tel que je suis et que j'ai confiance en mes capacités d'apprentissage. Voilà. Moi, je pense que ces 2 éléments, pour moi, c'est comme un socle. Et donc, c'est pas spécifique du métier de dirigeant. Ça concerne tout être. Oui. Mais je pense que pour le dirigeant qui va embarquer beaucoup de personnes autour de lui, c'est d'autant plus important qu'il y ait ces 2 choses qui soient bien en place. Est-ce que je m'aime tel que je suis en toutes circonstances, indépendamment de ce que je fais? Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental et en entreprise, il y a une survalorisation de l'agir au détriment de l'être, et surtout chez les entrepreneurs. Donc, je suis beaucoup plus que je fais. Donc, est-ce que je m'aime indépendamment de ce que je fais? Et est-ce que j'ai confiance dans mes capacités d'apprentissage? Pour moi, c'est ça le socle. Ouais. Alors pour moi, outre les sujets un peu techniques que je traite et qui apportent des compétences aux dirigeants, c'est peut-être plus sur l'approche pédagogique que j'ai particulièrement soignée. J'avais dans mon expérience professionnelle déjà suivi des formations pour moi, et souvent je repartais un peu anxieux des formations parce que je me disais on a exploré des sujets là, je mesure bien les enjeux qu'il y a de travailler ça, mais finalement avec ce que j'ai entendu, je ne sais pas trop comment je vais l'appliquer moi-même dans mon entreprise. Et donc quand on a créé le campus, on a réfléchi à l'approche pédagogique et on s'est dit surtout notre objectif c'est que chacun reparte en se disant j'ai compris comment ça s'appliquait à mon entreprise, enfin comment nous étions concernés dans mon entreprise, et je sais quels sont les premiers pas que je vais faire pour avancer sur le sujet. Donc on a construit une pédagogie qui est très liée au terrain, c'est-à-dire que on amène d'abord les dirigeants avant de se réunir pour un module, c'est de se demander comment ils se sentent concernés par le sujet, où est-ce qu'ils en sont, donc un premier travail un peu introspectif. Ensuite, ils arrivent en session, ils mettent en commun, ils apprennent déjà beaucoup les uns par les autres. Puis c'est un intervenant, un dirigeant qui est lui expérimenté sur le sujet, qui va partager ses bonnes pratiques. C'est en gros comment j'ai fait, comment je m'y suis pris. Donc, mais on dépasse le simple témoignage parce que dans les témoignages, on se dit c'est bien, mais lui il est dans une banque, lui il est dans une entreprise. Moi c'est pas comme ça chez moi. Donc en fait, on essaie de tirer de l'expérience des dirigeants des concepts qui sont partageables pour tous. C'est-à-dire qu'on va à la racine, il a fait comme ça, mais au fond, dans ce qu'il a cherché à faire, c'est ça l'essentiel. Et donc, chacun peut se dire, si c'est l'essentiel, je sais comment je vais pouvoir l'appliquer, le décliner chez nous. Voilà. Donc, ce qui fait que on a la volonté que notre cycle de formation soit très
pratico-pratique et que à la fin, il y a une vraie transformation à la fois chez le dirigeant et déjà auprès de son entreprise. Ça doit être visible et on essaie de le mesurer, on le mesure. On est très centré sur l'efficience et c'est pour ça que quand on entend des dirigeants qui nous disent mais moi j'aimerais beaucoup faire ce parcours mais j'ai pas le temps, en fait ça nous fait un peu mal d'entendre ça parce que c'est justement ce dirigeant-là qui serait le plus concerné par le parcours. Parce que on va pas lui proposer des concepts théoriques sur des choses en dehors de sa vie, mais tout ce qu'il va vivre au campus des dirigeants, ça va l'aider à avancer et à structurer et surtout à libérer beaucoup de temps, à ne faire que son métier de dirigeant. En fait, on va proposer un changement de paradigme. C'est, je fais tout sauf ce que je délègue. En général, ils sont là-dedans. Quand ils arrivent, je fais tout sauf. Et on voudrait les amener à je ne fais rien sauf mon métier de dirigeant. Mais ça veut dire changer aussi des choses dans la tête, parce qu'on a tous l'image du chef d'entreprise qui est débordé, comme si c'était une fatalité. Simplement, quand on est débordé, on réfléchit moins bien. Ça, c'est clair. Donc, on les aide aussi à structurer leur agenda, à prendre des moments de réflexion sans culpabiliser, à prendre des vacances sans culpabiliser, parce que certains disent, mais mes collaborateurs, ils vont trouver que je suis feignant. Bah, c'est quoi ça? Non, on sort ces schémas-là de leur pensée, parce que les enjeux sont bien au-delà de ça, quoi. Il y a des chefs d'entreprise qui mettent leur point d'honneur à arriver le premier le matin et repartir le dernier. Mais je dis, alors pourquoi tu fais ça? Ben, je veux être exemplaire. Est-ce que c'est vraiment sur ce point-là que tu veux être exemplaire, ou est-ce que ça serait pas plutôt sur des choses très profondes comme les valeurs de l'entreprise, par exemple? Voilà les sujets qu'on aborde. Et donc, il y a des sessions et il y a surtout une immersion. Ah oui. Notre première session, on l'a voulu... Faut pas dévoiler les secrets parce que... Expérientiel. Ouais, c'est vrai. On va pas dévoiler. Mais en fait, les retours qu'on a, c'est que cette première session, elle est vraiment elle est fondatrice. Elle est fondatrice et elle fait vivre des grands moments à Puis ça soude la promo des gens qui se connaissaient pas, qui viennent de différents horizons, de boîtes de la plus petite 10, la plus grosse 2000 personnes, mais ils sont tous dirigeants et ils vont partager sur leur métier de dirigeant. Et ils arrivent le premier jour, ils connaissent que le prénom. Pendant toute une journée, ils ne connaissent que ça, et c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut pas qu'ils commencent à comparer. Ah, lui, il a une grosse boîte. Bon. Donc, c'est des personnes qui se rencontrent, et une fois que le lien est créé, alors on peut rentrer dans le dur et là, découvrir les métiers des uns et des autres. Génial. Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des connexions qui après ont travaillé, ont interagi. L'un s'est rendu compte qu'il n'était pas à sa place, il a été chez quelqu'un d'autre et inversement. Est-ce qu'il y a eu des synergies? Je sais que certains se sont fait appel les uns les autres, par exemple, pour réfléchir à leur stratégie. Dans le cycle de formation, on a un module qui est comment construire un projet d'entreprise. Donc on développe une méthode, on l'expérimente ensemble, et je sais qu'ils se sont invités pour certains à venir contribuer à élaborer la stratégie des autres, à prendre leur recul objectivement. Et puis ils échangent des choses tellement profondes pendant le cycle, et le travail avec Virginie qui les amène quand même beaucoup à l'introspection, crée des liens très forts, parce que plus on livre de soi-même les uns devant les autres, plus ça crée des liens indéfectibles, et je pense que pour beaucoup ils vont rester amis pour la fin de leur vie. Je sais que là il y en a un qui a inauguré ses nouveaux locaux à Nantes, il a invité toute sa promo à la soirée, et certains sont venus. Je me rappelle aussi un dirigeant chez lequel on n'avait pas perçu vraiment la décision, le goût, la liberté d'être dirigeant. Et on l'avait un peu questionné en ce sens, et challengé au point que à la session de synthèse, on avait dit pour nous, il y a un vrai sujet. Est-ce que tu veux être un dirigeant? Et donc ça avait jeté un peu un froid à la fin du parcours. Ça a été assez douloureux. Et cette personne, 6 mois plus tard, nous a fait part des fruits de sa réflexion et de son cheminement. Et dans ces 6 mois, il avait vraiment activé sa liberté et décidé qu'il voulait être un dirigeant. Et il avait transformé sa relation avec son écosystème et son président, en tout cas. Il s'était affirmé. Il s'était affirmé. Et du coup, vous avez eu
magnifique projet. Je suis passionné de livres, je suis passionné de lecture où on partage toutes ces aventures entrepreneuriales souvent. Donc vous êtes lancé dans l'écriture, dans la coécriture d'un livre. C'est vrai. Alors c'est vrai que moi j'ai 63 ans, je me sens un peu dans une période de transmission quand même. Je vois mes petits-enfants qui arrivent, mes enfants maintenant qui sont grands, autonomes, adultes. Ton fils qui devient Entrepreneur. Chef, dirigeant. Entrepreneur, voilà. Et il a pas suivi le parcours? Il en a pas besoin? Il va, pas encore. Il a hâte. Avec son associé. Et du coup, écrire un livre, c'est une façon de partager aussi son expérience. Donc, on s'est dit il y a 2 ans et demi, allons écrire ce livre ensemble, dans lequel on va partager tout ce qu'on a appris, une grosse partie de ce qu'on a appris sur le métier de dirigeant. Virginie apportant sa part sur les sujets de leadership, moi sur les sujets plus structurants de l'organisation, de la mission du dirigeant, etc. Et puis, ça a été un bel exercice, très engageant quand même, parce que on y a consacré quelques journées de vacances, quelques matinées tôt, puis toujours se dire allez, faut qu'on s'y remette, etc. Puis il y a des jours, comme chez les grands écrivains, on n'en est pas nous, mais la page est un peu blanche, puis des jours où ça va très bien, donc ça a été une petite aventure. En combien de temps il est écrit? On l'a écrit en 1 an. En s'y prenant 3 fois, quoi. Voilà. On a fait trois bonnes sessions. Ouais, 3 bonnes sessions. 3 bonnes sessions d'une semaine. Et puis, du coup, c'était très riche parce que finalement, d'écrire à 2, ça oblige en plus à confronter les idées. Oui. Écrire tout seul, bon, ça va. J'y vais, je pense, j'écris. Là, je pense, je partage, j'ai le retour. Mais c'est ce que je complète. En meilleur. En fait, dès le premier rendu. Alors, pour ce qui est ma part, j'étais plus en adéquation complète avec ce que nous avions décidé d'écrire quand j'avais fait la correction avec Bruno que quand j'avais écrit moi toute seule. Oui. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment ça la force de d'être co-auteur, c'est que notre pensée est confrontée à la pensée de l'autre qui nous connaît bien. Et moi, j'avais l'impression que Bruno me faisait accoucher de la substantifique moelle que je portais et que peut-être j'avais pas exprimé la phrase d'avant, quoi. De temps en temps, je disais, mais attends, quand tu racontes ça, je comprends rien. Recommence, change le mot. Enfin, voilà. Donc, c'était une belle expérience. Oui, c'est une belle aventure. Oui, une belle aventure. On a de la chance. Donc le livre s'appelle Réussir comme dirigeant et on aime surtout le sous-titre auquel on a eu droit, qu'on a proposé à l'éditeur. C'est Oser être soi, construire son action. Voilà. Donc on est bien dans l'être et l'agir. L'être et l'agir. Voilà. Et il est très pratique, il est plein d'histoires, d'exercices pratiques, des ateliers, des concepts qu'on présente. Voilà. Et justement, à propos de l'éditeur, ça a été facile de trouver un éditeur? Alors nous, comme on n'est pas des pros, c'était le premier livre qu'on écrivait, on s'est appuyé sur une conseillère en édition qui a fait l'intermédiaire, qui nous a rencontrés, qui a essayé de comprendre quel était notre projet, l'intention du livre, et qui connaît tous les éditeurs et qui a dit je pense à un tel, je vais aller leur parler, etc. Et heureusement qu'on a fait ça. Voilà. Et elle nous a été bien utile. Isabelle Bouisset, Martin Bouisset. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas uniquement tous les deux, derrière le campus des dirigeants. Il y a toute une équipe. Ouais. Comment ça s'est mis en place? Comme une création d'entreprise, j'ai démarré tout seul dans mon bureau, pas dans mon garage parce qu'il faisait froid, dans mon bureau. Puis c'était plus intellectuel que manuel. Puis un premier stagiaire, puis un premier salarié, un deuxième salarié. Puis aujourd'hui, on est une petite équipe de permanents, on est 6, mais on a des intervenants qui sont des dirigeants qui interviennent dans nos cycles de formation. Et c'est chouette, une petite équipe, c'est bien aussi, on se connaît bien, c'est agréable de travailler. Puis on a inventé avec le Covid qui nous a comme beaucoup bousculé, on a complètement réinventé notre manière de travailler. On vient plus au bureau, on ne vient plus au bureau. Non. On est tous en télétravail.
avec beaucoup de rencontres en visio quand même tout au long de la semaine pour pas être trop isolé chacun chez soi. Et puis en supprimant nos bureaux, on s'est dit mais il nous faut quand même nous retrouver de temps en temps. Donc on crée des événements. Alors on fait des réunions concentrées sur 2 jours, un séminaire, et là on peut se permettre d'aller au bord de la mer, la montagne, etc. On a revisité notre façon de travailler, et je trouve que en termes d'énergie, en tout cas pour moi, en termes d'énergie, c'est très positif. Et je pense aussi que pour nos collaborateurs, c'est intéressant. Oui, et puis on a construit ça ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas autoritaire sur le sujet, puisque là, typiquement, ça concerne tout le monde dans sa manière de vivre et de travailler tous les jours. Donc on a ensemble défini ça. Chacun a exprimé ses besoins. Certains ont dit, moi, je préfère ne pas quand même être toute la semaine tout seul chez moi, parce que je suis tout seul. Donc pour cela, c'est coworking qu'on loue quelque part au plus près de chez lui, et ça nous va bien. Et alors je suis étonné parfois de certaines réticences de dirigeants qui disent non, le télétravail, trop de télétravail, ça ne fonctionne pas. On a besoin quand même de se voir. Alors oui, on a besoin de se voir. Mais si c'est pour arriver au bureau, ouvrir notre ordi et chacun être devant notre écran, un casque sur les oreilles, autant être chez soi. Donc, oui, on a besoin de se voir, mais pour faire quoi? Et comment on va utiliser ces temps ensemble? Voilà, c'est des beaux sujets, mais en tout cas, moi-même, je réalise que la crise Covid a complètement cassé les normes, les schémas que j'avais dans ma tête. J'aurais jamais imaginé ça il y a 2 ans, qu'on allait vivre ça. Jamais. Est-ce que justement sur l'expérience dans le réseau Entreprendre, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs membres de ce réseau qui ont tout de suite sauté sur l'occasion du campus, de se former, Ah oui, alors de se former, non, mais par exemple, parmi les intervenants, je suis allé chercher des gens que je connaissais par le réseau Entreprendre, que je connaissais, des gens engagés, soucieux de partager, oui, bien sûr. Mais des gens qui sont venus se former au campus, alors, oui, de réseau, par les programmes spécifiques que Réseau propose. Oui, alors j'ai gardé un engagement bénévole, moi, au sein de Réseau Entreprendre, et j'anime un séminaire pour les lauréats de Réseau Entreprendre qui sont choisis pour entrer dans un programme d'accompagnement de la croissance. Et donc, ça, c'est mon lien privilégié avec Réseau Entreprendre, et j'adore faire ça. Je suis tellement redevable de Réseau Entreprendre, de ce que j'ai appris, des rencontres que j'y ai faites, que je veux garder ce lien et continuer d'aider à ma façon. Et donc, il y a des personnes qui sont à ce programme-là et qui embarquent. Voilà. Ouais. Certains ont dit, une journée comme ça, génial, 10 jours, je prends. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais du coup de taille d'entreprise. Quel est il y a le même parcours, il y a le même besoin et les mêmes fondamentaux abordés dans le campus, qu'on ait 2000 collaborateurs ou 10? Ah oui, alors oui, ce sont les mêmes fondamentaux, mais la mise en œuvre va bien évidemment être un peu différente si j'ai une TPE de 10 personnes ou un groupe de 2000 salariés. Mais ce qu'on explore, ce sont les mêmes sujets. C'est, au fond, c'est quoi ma mission de dirigeant? À quoi je dois me consacrer pour développer ou transformer mon entreprise? C'est comment je vais m'appuyer sur mon premier cercle. Donc, si j'ai 15 salariés, j'ai un premier cercle, peut-être de 2-3 personnes. Si j'ai un groupe de 2000, j'ai peut-être un comité de direction de 8-10 personnes. Donc, ces sujets-là, ça concerne tout le monde. Donc, on est toujours centré sur la motivation profonde. Voilà. Un des sujets qu'on traite au CODIR, c'est comment je vais m'appuyer sur mon premier cercle, quel que soit le nom qu'on lui donne. Hein. Certains n'aiment pas le mot comité de direction. Comex, vous l'appelez Comex, CODIR, Coco, machin. Mais le sujet, board. C'est est-ce que je peux continuer de diriger seul mon entreprise, c'est-à-dire prendre mes décisions de direction générale tout seul, ou est-ce que je me dis qu'en impliquant mes premiers collaborateurs, mon premier cercle, on va prendre des décisions de façon collégiale qui probablement
grâce à l'intelligence collective, vont être plus pertinentes. Alors, sans doute que en dirigeant tout seul, je peux aller vite. Le matin à 5 heures, je me réveille, j'ai une idée, je décide, et à 8 heures, j'annonce à tout le monde, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est une façon de travailler qui permet d'aller vite. Il y en a une deuxième, c'est de se dire, j'ai une idée, mais je vais la partager avec d'autres de mon premier cercle, et ensemble, on va vérifier que c'est une bonne idée. Et en général, je ne peux pas croire que les décisions prises tout seul soient meilleures que les décisions prises à plusieurs. Sans doute qu'on va moins vite à les appliquer, mais finalement, quand on regarde les choses, une direction générale ne prend pas, sauf en période de crise, elle n'a pas à prendre des décisions immédiates. C'est pas ça l'échelle de temps de la direction générale. C'est quand même un peu plus le moyen terme et le court terme. Il y a aussi du court terme, moyen terme et long terme. Et donc, voilà, les sujets qu'on traite. Alors, si j'ai une petite boîte, on est 15, de réfléchir à avec qui je pourrais vivre la direction de façon collégiale, ça c'est intéressant. Si j'ai une entreprise de 2000 personnes et que j'ai déjà un comité de direction, c'est l'occasion de me demander si est-ce que ce comité de direction, j'en suis satisfait? Est-ce que nos modes de fonctionnement nous permettent de prendre des bonnes décisions? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde s'implique? Est-ce que chacun se sent concerné par l'intérêt général? Ou bien, dans notre codir, le DRH ne pense que RH, le directeur de prod ne pense que prod, le directeur commercial ne pense que commerce? Ou est-ce que tous ensemble, on porte le souci de l'ensemble de la vie de l'entreprise? Voilà, de réfléchir à ça, où que j'en sois, quelle que soit la taille de mon entreprise, ça va m'amener à repenser et réadapter et rebooster. En fait, je viens d'avoir l'image au moment où tu en parlais, c'est que quand on a une petite entreprise de 10, 15, 20 personnes, c'est comme si on avait un moment un board avec 10, 15, 20 personnes. Eh oui, voilà, c'est ça. On anime sa petite entreprise qui, alors parfois, beaucoup de alors peut-être que parfois on n'a pas des gens qui ont la capacité de penser l'intérêt général parce qu'ils n'ont pas la culture à ça, mais en fait de réunir mon équipe, ça a aussi une vertu pédagogique, c'est que progressivement, je vais les amener à regarder les choses au-delà de la fenêtre de leur service. Voilà. Voilà, très très intéressant et très riche comme aventure. Si justement on fait si on prend un moment pour comprendre ce que vous avez mis en place dans votre couple, dans la famille, de manière individuelle aussi, pour rester équilibré dans toutes ces activités, ces déplacements et ces responsabilités. Est-ce que vous avez eu des moments et des actions vraiment assez précises? Je pense qu'on s'y prend chacun à notre manière. On n'a pas du tout la même manière de garder notre équilibre. Tu veux commencer, toi? Non, mais oui, alors tu as raison, on va parler de ça peut-être, mais il y a une chose qui nous est apparue assez vite, c'est que le premier enfant du couple, c'est le couple. Et donc, de même qu'on soigne ses enfants, on doit commencer par soigner son couple si on veut durer ensemble. Et alors je sais qu'aujourd'hui c'est difficile, on a autour de nous, même chez nos enfants, on voit des difficultés rencontrées autour de ça. Donc mais on a toujours cherché à mettre le soin de notre couple, alors avec des défaillances, hein, et puis Virginie encore bien plus forte que moi. Je trouve que les femmes en général on se soucie bien plus grand que les hommes de attention, ça part de travers, voilà. Parfois ils nous emmerdent d'ailleurs. Mais elles le sentent bien parce que bien plus tôt. Je devrais parler en jeu. Pas de généralité. Parfois je me dis mais c'est pénible, exigeante. Mais comment elle sait? Voilà, ouais, c'est ça. mais au fond de moi, je sais qu'elle a raison. Quand elle dit signal d'alarme, là, ça part ça dérive. Je me dis oui, elle a raison. Au fond d'elle, au fond de moi, je suis sûr qu'elle a raison. Donc ça, c'est la première réponse. Parce que finalement, c'est un ciment. C'est une façon pour nous d'être plus forts aussi dans la vie. Quand on sait qu'on peut s'appuyer sur l'autre, c'est génial. Même si on a chacun nos activités, notre vie, de pouvoir compter, de savoir qu'on peut compter, et même peut-être que plus on va vivre des choses difficiles, plus on risque de pouvoir compter sur l'autre. Ça, c'est vraiment génial. Après, alors, pour s'équilibrer... Voilà, que tu posais la question, comment est-ce qu'on trouve notre équilibre? Personnellement, moi, il me faut du temps. Donc, il me faut un peu de mise à l'écart. Il me faut de l'intériorité.
Et donc, je mets dans ma vie ces moments d'intériorité régulièrement. Alors, par exemple, à l'échelle de 24 heures, j'ai un rituel tous les matins. Je prends entre 20 et 40 minutes de temps pour moi. Alors, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais pas quand j'avais tous mes enfants qui étaient petits et qui me réveillaient avant même que je sois réveillée. Mais maintenant, je peux le faire dans ma vie. Donc ces moments d'intériorité, ma routine du matin avec de la méditation, un peu de posture de yoga, un peu de muscu, des moments où je cours, voilà. Et puis à l'échelle, ça c'est à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine, je sais que par exemple je me ressource beaucoup dans la nature, donc j'aime marcher le week-end et Bruno aussi, donc on marche ensemble. Et puis à l'échelle d'une année, aller faire des randonnées plus longues ou aller faire un voyage, faire une retraite, se retirer. Voilà, moi. Et alors, j'accède de plus en plus, peut-être que je m'autorise de plus en plus à vivre ces moments seuls. Ouais. Avant, ces moments-là, on les vivait vraiment en couple et que en couple. Maintenant, je m'autorise aussi à les vivre seul. Voilà. Et ça me ressource beaucoup. Moi aussi, en fait, je réalise que c'est aussi les moments de solitude qui me ressourcent, d'arrêter de parler, du coup d'être plus attentif à l'intérieur et à la réflexion personnelle. Je réalise en te parlant que finalement une façon pour moi de mettre des moments de solitude, c'est par exemple quand je suis en déplacement, je ne cherche pas à aller dîner chez des gens, même si je suis dans une ville, je me dis une soirée pour moi tout seul. Donc je suis à mon hôtel, j'adore ça, je suis libre, seul, et j'ai besoin de ça. Voilà. Personne sait que tu es là. Non, mais c'est ça. Alors c'est ça. Et puis alors je chante, oui effectivement, je suis musicien depuis tout petit et j'ai une passion pour Jean-Sébastien Bach. Donc je fais partie d'un chœur à Lille qui chante des cantates de Bach. Et là c'est non mais on habite Lille au quotidien. Oui, d'accord. Dans la région. Ouais. Ici on est à Pornic en vacances. Oui. Et donc. Je pensais que vous étiez sur Paris la plupart du temps. Non, c'est vrai, c'est Roubaix. Oui, sinon j'irais pas chanter à Lille. Et ça, c'est mon bonheur. Et c'est une élévation spirituelle aussi, parce que Jean-Sébastien Bach, c'est très dense et profond et spirituel. Sa musique, c'est à la fois très technique et très esthétique et très spirituel. Et c'est pour moi des beaux moments de ressourcement. Et quel instrument tu joues ? Je joue du piano. Du piano, ok. Génial. On va peut-être passer aux petites questions pour finaliser. Si vous aviez l'occasion de prendre un café avec la personne de votre choix, contemporaine ou non, laquelle choisiriez-vous ? Virginie. Moi, j'aimerais prendre un café avec Jésus. J'aimerais prendre un café avec Jésus. Ça m'émeut. J'aimerais croiser son regard sur moi. Parce que je pense que j'y verrai tout l'amour qu'il me porte et c'est cet amour-là que je voudrais me porter et porter au monde. J'espère que je serai invité à ce café-là, mais j'aimerais aussi rencontrer Jean-Sébastien Bach, parce que j'ai vraiment presque de la sympathie pour lui. Il a eu 20 enfants, moi j'en ai eu 6, c'est petits bras, mais je me dis comment il a fait 20 enfants. Voilà. Bon, à l'époque, ça venait sans compter. Mais surtout... je trouve qu'il a une vie de dingue parce que il a eu une vie de besogne quand même. Quand il a été à Leipzig, c'était à la fin de sa vie pendant 25 ans, je crois. Il devait écrire une cantate tous les dimanches. Alors il faisait peut-être un peu de copier-coller, il allait reprendre des morceaux, mais quand même fallait les sortir. Donc il a bossé, il a dû gagner sa croûte à la sueur de son front. C'était un artiste extraordinaire et j'aimerais qu'il me raconte sa vie, comment il vivait ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais autour d'un café faire avec lui. Merci pour vos réponses. Si vous aviez l'occasion ou la possibilité, sans aucune contrainte, de découvrir une culture,
ou un peuple ou voilà, un pays. Alors, on est très ouvert aujourd'hui aux cultures un peu orientales. Ça nous intéresse d'explorer ça. Et on le fait, mais de très loin, hein, j'avoue, parce que faute de temps aussi. Mais j'aimerais aller en Inde pour rencontrer ces gens-là. Une façon de penser qui est très différente de la nôtre. Donc oui, je pense qu'il y a pour nous occidentaux des bonnes choses à aller prendre dans ces peuples-là. Et il y a un avant et un après. Ouais, sûrement. Alors on a adoré rencontrer les Africains, les Africaines, avec toute cette générosité qu'ils portent en eux, à tel point qu'il y a un de nos voisins au Cameroun qui a appelé son fils Bruno Tesson, le prénom. C'est quand même sympa. Son prénom, c'est Bruno Tesson. Je me dis, c'est une générosité. Enfin, c'est jamais j'aurais osé faire ça, moi, à sa place. Il y a un mec qui s'appelle Bruno Tesson aujourd'hui, Nchena, qui va peut-être nous entendre. Bruno Tesson, je te salue si tu nous écoutes. Donc c'est formidable. Alors on a adoré cette rencontre avec les Africains. Peut-être que la prochaine étape, c'est la rencontre avec les Orientaux. Ouais. Bon, alors je te suivrai, parce que moi aussi, c'est cette culture que j'aimerais découvrir. Génial. Allons-y ensemble. Hier, j'ai enregistré avec Brieux Safré, qui au tout début de sa vie pro, a fait d'abord un voyage en Inde, et effectivement, il est rentré avec le projet différent. Un projet différent. Et il y est allé juste 3 mois, et aujourd'hui, ça donne Circulab. Super, merci. Si vous aviez, avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, une ressource qui viendrait renforcer ou appuyer tout ce qu'on a partagé en dehors du livre et de ce qu'on a partagé. Alors, est-ce que tu peux préciser? Une ressource, ça peut être un livre, un film, une expo, une personne, un TEDx. Souvent, c'est ce genre de ressources qu'on partage. Un entrepreneur, une personne, une entreprise à valoriser. Mais en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est d'en identifier une particulière, parce que c'est si Alors moi, vaste. je vais dire un nom. Oui. Moi, je vais dire Jean Montbourquette. Parce que Jean Montbourquette, donc mon mentor, m'a permis d'ouvrir les yeux sur une réalité que je ne voyais pas, que je ne percevais pas, et qui m'a ouvert des champs extraordinaires. Donc moi, c'est Jean Montbourquette, la ressource. Oui, alors puisque tu parles de ton mentor, je vais parler du mien. Moi, c'est André Mullier, qui est le fondateur de Réseau Entreprendre. Il était extraordinaire. Il était le PDG de Fildar. Il a licencié 600 personnes parce qu'il fallait le faire. Et il en a fait une dépression, une cure de sommeil. Et l'année qui a suivi, il a créé Réseau Entreprendre en disant, si on veut recréer des emplois, faut créer des employeurs. Donc, il a inventé la RSE, enfin, il a fait de la RSE en 1986, alors qu'on connaissait pas le nom. Mais c'était le sens de la responsabilité du dirigeant, non seulement vis-à-vis de son entreprise, mais vis-à-vis de la société tout entière. Et donc, je pense que cette ouverture, son exemple, c'est pour moi une ouverture pour beaucoup de dirigeants. C'est oui, je suis responsable de mon entreprise, mais elle s'étend jusqu'où mon entreprise et jusqu'où je peux faire porter mon engagement et ma responsabilité. Quasiment pas de limite. Il n'y a pas de limite. Merci beaucoup. Si vous aviez un bouton, allez, je pense un bouton pour vous deux, quelles nos limites, vraiment le rêve le plus fou, c'est comme si c'était un petit génie. Qu'est-ce qu'il actionnerait ici tout de suite? Je voudrais mettre de la paix dans le cœur des hommes. Voilà. Si tu parles de sentiments ou d'émotions, moi ce serait de la joie. Parce que j'ai longtemps pensé que ce qui comptait dans la vie, ce qui pouvait être un but dans la vie, c'était le bonheur. Et en fait, plus j'avance, plus je me dis, et si c'était la joie? Et je pense que la joie, c'est accessible de façon rapide,
proche, à condition d'être ouvert à capter tous les micro-signaux qui vont dans un sens qui nous fait du bien. Et je pense que c'est une décision. Voilà, c'est de capter tout ce qui peut être positif et qui nous fait du bien. Donc moi, si j'avais un bouton, j'actionnerais l'accès à la joie, l'ouverture à la joie. Génial. Moi, ces rencontres et ces discussions me donnent beaucoup, beaucoup de joie et me nourrissent vraiment pour longtemps après. Donc, et en plus, j'ai de la chance d'en enregistrer toutes les semaines. Donc, c'est mon moteur de joie. Merci beaucoup à vous deux. Merci Gaël. Merci beaucoup. Merci. On a l'habitude de clôturer chaque épisode, surtout quand il y a une famille et des enfants derrière. Pour nous, chaque épisode, c'est comme un héritage, laisser une trace. Et donc, on vous autorise, on vous donne la parole, la possibilité de dire un petit mot à vos enfants, vos petits-enfants. Ça c'est merveilleux. Moi, je voudrais dire à mes enfants et à mes petits-enfants que j'ai un rêve pour eux, c'est qu'ils accèdent à découvrir la merveille qu'ils sont et que ils s'engagent à fond sur leur chemin de vie et que quoi qu'ils décideront, je les aimerai. Ça va un peu ressembler, mais pas tout à fait dit de la même façon. Je veux leur dire que je veux les aimer de façon inconditionnelle. Et ça veut dire que si un jour ils font la plus grosse des conneries, ils pourront venir et on parlera. On transmettra. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci Gaël. J'invite donc tout le monde à aller voir toutes les notes de l'épisode, l'article, et d'en apprendre un peu plus sur le campus des dirigeants, le livre qui est très facile d'accès et qui apporte déjà beaucoup de ressources. Merci beaucoup.